Madame la Présidente, chère Nathalie, écoutez, chers amis, je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés ce soir pour conclure. Alors, je vous propose une conclusion en 4 séquences. Vous savez que j'aime les mélanges. Donc, je vais d'abord vous proposer une réflexion singulière, la mienne, des chiffres, parce que nous aimons les chiffres, des pistes, et enfin, une histoire. Alors d'abord, une réflexion. À qui appartient l'histoire des femmes? Qui est légitime pour la raconter? Il suffit enfin de se plonger finalement dans nos généalogies familiales, singulières, notre mémoire collective, pour que soit dite, soit écrite, soit entendue, la matérialité que l'on pourrait qualifier, selon les histoires des unes et des autres, de violentes, d'injustes, d'inégalitaires, de la place des femmes dans la famille, la société, l'usine, le champ, la vie politique. Alors, pourquoi l'unique récit collectif, écrit, produit, ayant droit de citer, doit être encore celui d'un droit daté, de codes sociaux sexistes ou d'inégalités économiques et professionnelles? Pourquoi ce récit collectif devrait-il être univoque? Nous sommes, je crois, depuis le 4 mars dernier, au cœur d'une révolution. Une révolution, comme le dit si bien Virginie Linhart dans son dernier livre que je vous invite à lire, Une sale affaire, eh bien, c'est un fait total qui engage dans son entièreté tous ceux qui y participent. Une révolution ne peut être discrète, elle ne peut pas se pratiquer en douce, elle ne peut pas être vécue à moitié. Et en effet, TOGAP, fédération d'associations, de réseaux professionnels, eh bien, vous permet d'aller à la rencontre des uns et des autres, des unes et des autres, de rencontrer des réalités professionnelles différentes, de dresser donc une histoire, un bilan, des pistes d'action, et donc au final, eh bien, de vivre ce qu'est réellement la puissance d'un réseau. Des chiffres, puisque nous aimons les chiffres, Nathalie l'a rappelé et elle a bien raison. Nathalie, vous avez rappelé des chiffres concernant ce que l'on va appeler la puissance publique. Je vais donc vous livrer quelques chiffres concernant la puissance privée, puisque notamment grâce, et là je remercie notamment Floriane de Saint-Pierre d'Ethics and Board, nous avons des chiffres concernant, alors non pas réellement le périmètre de la loi du 24 décembre 2021, qui, je le rappelle, s'adresse aux entreprises cotées, non cotées, mais ayant plus de 1000 salariés. Donc là, j'ai essentiellement des chiffres concernant les entreprises cotées, et notamment du SBF 120. Sachez, cocorico, que pour la première fois, donc en 2024, nous dépassons les États-Unis dans le taux de femmes dans les COMEX et les CODIR. Donc on pourrait quand même se dire que c'est un signe de performance. Donc cette année, nous sommes à 27,3% de femmes. Encore, Brigitte, la fatalité des 20%, mais nous allons la vaincre. Donc 27,3% de femmes dans les COMEX et les CODIR des entreprises du SBF 120, tandis que les États-Unis sont toujours à 26,3%. 46,4% de femmes dans les boards du SBF 120, un chiffre que je trouve intéressant et qui montre l'importance, en effet, d'objectifs chiffrés, de quotas. Notons qu'entre 2013 et 2021, on a gagné 10 points en 8 ans dans la place des femmes dans les COMEX et CODIR. On est passé de 7,3% en 2013 à 17, un peu plus de 17% en 2021. Entre 2021 et, je ne vais pas me tromper, entre 2020 et 2024, donc vraiment au moment où on commençait à travailler sur la loi, on a gagné 10 points en 4 ans. Donc vous voyez l'effet accélérateur de la loi. Et entre 2021 et 2023, nous avons gagné 5 points en 2 ans. Donc on voit véritablement l'impact de la loi, donc
à ceux qui hésitent encore en se disant que finalement, comme toujours, on voudrait bien des femmes, on n'en trouve pas, que finalement, les entreprises ont trouvé des femmes tout aussi compétentes et performantes les unes que les autres. J'ajouterai à cela, puisque vous avez parlé d'argent à juste titre, et donc moi je parlerai de la puissance économique, de la force économique des femmes, qui, rappelons-le, parce qu'évidemment ici nous parlons beaucoup des femmes dans les instances de direction, les femmes dirigeantes, dans la gouvernance, mais que toutes les femmes dans notre pays, quelle que soit leur situation professionnelle, sont des actrices économiques. Quand bien même elles ne participent pas, par exemple, à l'impôt sur le revenu. Une femme qui va consommer une bouteille d'eau au supermarché va payer de la TVA. Elle va donc être contributrice à l'économie. Donc, rappelons que les femmes ont contribué à 40,7%, à hauteur de 40,7% à notre économie en 2022, soit 1075 milliards d'euros. Donc, tout cela pour dire qu'effectivement, le nerf de la guerre est là. Et moi, si je avais un mauvais esprit, ce qui ne me ressemble jamais, je dirais de temps en temps « Give us the money back ». Donc ça, c'était la partie des chiffres. Quelques pistes, peut-être, pour aller plus loin. D'abord, ce que je crois profondément, c'est qu'il faut expertiser ce que vous avez fait là, ce que vous faites régulièrement à Tougap, notamment avec les livres blancs que vous produisez, c'est expertiser nos pratiques et ce qui peut sembler être naturel, afin d'avoir de délivrer notamment des datas. Je crois aussi qu'il faut expertiser un certain nombre de mythes. Alors des mythes peut-être sur lesquels vous n'allez pas être forcément d'accord avec moi, en tout cas je vous en partage certains. Le premier qui serait, et qui me semble notamment très problématique lorsque l'on lutte contre les violences conjugales, le premier qui serait de dire qu'il y aurait une tragédie dans la baisse de revenus des femmes qui divorcent, des familles monoparentales, et qu'il y aurait une pauvreté des familles monoparentales. C'est vrai qu'il existe un appauvrissement des familles monoparentales, où il y a, je vous rappelle, à peu près 75% de ces familles monoparentales ont à leur tête une femme. Mais ce n'est pas la monoparentalité qui appauvrit ces femmes. C'est le système lui-même qui produit de la pauvreté. Qu'est-ce qui justifie en matière de fiscalité, par exemple ? Rappelons les enjeux sur lesquels nous travaillons avec un certain nombre d'entre vous que j'ai vus tout à l'heure, notamment lorsque l'on réfléchit par exemple au règlement de la pension compensatoire, qui, je vous le rappelle, selon les modalités de versement, implique notamment une fiscalisation de celle ou de celui, dans 78% des cas, de celle qui le reçoit, va conduire à un appauvrissement. Le fait, par exemple, qu'il y ait probablement une inéquité dans les pensions alimentaires. Donc, en fait, c'est le système qui produit de la pauvreté, mais ce n'est pas la monoparentalité en elle-même qui appauvrit les femmes. Je vais également faire preuve un petit peu de mauvais esprit. Il y aurait également une épidémie d'infécondité des femmes. Je n'y crois pas, nous le savons. Rappelons que notamment dans les enjeux d'infécondité, de stérilité des couples, cela pèse à 30% entre guillemets sur les femmes, 30% sur les hommes et 30% sur les couples. Donc l'enjeu de la fécondité, de la stérilité ne repose pas sur les femmes. Le burn-out des femmes qui travaillent. Oui, bien sûr qu'il y a une difficulté, encore une fois, systémique entre ce que la société attend des femmes, qui sont d'ailleurs, je pense, des attentes de plus en plus pressantes, notamment en matière de charges parentales et familiales, et de l'autre, une envie tout à fait légitime de la part des femmes de pouvoir avoir des places de direction et de gouvernance qui impliquent en effet aussi parfois du temps.
Et donc, ce n'est pas encore une fois le fait de travailler qui produit du burn-out. C'est la difficulté qu'ont les femmes à tout concilier et la difficulté qu'a la société à se remettre en question de manière à ce que les femmes puissent tout autant que les hommes travailler. Et je ne reviens pas sur un certain nombre de, pardonnez-moi, mais de fausses bonnes idées, je crois vraiment, concernant par exemple le congé menstruel. Je crois vraiment que c'est une fausse bonne idée, qui va dans l'idée également d'un mummy brain, qui va dans l'idée du fait que nos vies seraient gouvernées par nos utérus. Je n'y crois pas du tout. Je crois en revanche qu'il faut visibiliser un certain nombre de problématiques auxquelles les femmes sont confrontées, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, parlons autant de ménopause que d'andropause. Ensuite, le dernier point que vous abordez régulièrement ici à TOGAP et qui me semble important, ça a été redit, je crois, à travers un certain nombre de tables rondes que vous avez proposées aujourd'hui, c'est que les femmes, rappelons-le et de manière très basique, ont besoin de 3 choses. Elles ont besoin de pouvoir. C'est ce que vous incarnez ici. Vous travaillez pour que l'empowerment, je ne sais pas comment effectivement vous avez parlé d'empuissancement, et c'est un vrai sujet. Effectivement, il faut que les femmes occupent des places de pouvoir, il faut que les femmes aient du pouvoir, il faut se donner du pouvoir les unes aux autres, ça me semble essentiel. Il faut également que les femmes aient de la visibilité, donc le sujet des médias évidemment est un sujet essentiel. Et en effet, le troisième point, c'est qu'il faut que les femmes aient de l'argent. On ne va pas revenir sur Virginia Woolf, mais la réalité est que sans argent, aujourd'hui, on ne produit pas. On ne peut pas investir, on ne peut pas, initier des projets personnels. L'argent, c'est en effet du pouvoir, comme le rappelait tout à l'heure Elisabeth Moreno. Et enfin, une petite anecdote, une histoire, qui nous rappelle que finalement, puisque nous avons davantage de femmes aujourd'hui dans les CODIR et les COMEX, et bonne nouvelle, nos entreprises ne s'effondrent pas. Et donc, une petite histoire. Il existe un monument qui incarne, je crois, la force, le triomphe, et que l'on voit dans nombre de films, qui a été célébré par Henry Miller, par Warhol, par Georgia O'Keeffe elle-même, c'est le pont de Brooklyn. J'ai raconté ça, je ne sais pas si certaines ont déjà entendu cette anecdote, je l'ai racontée la semaine dernière au sein de l'un des réseaux, je me permets de la re-raconter. En 1869, il n'y avait donc pas de pont de Brooklyn. Et donc New York ne pouvait pas se développer puisqu'il fallait, pour faire converger les deux rives, avoir des petits bateaux, et donc notamment Manhattan ne se développait pas. Et donc on a confié à un ingénieur en chef, nous sommes ici en plus au milieu de l'industrie, donc c'est parfait, un ingénieur en chef, John August Roebling, en 1869, de construire donc un pont. Et il a eu l'idée donc d'utiliser du fil d'acier trempé. Je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a eu cette idée-là. Et malheureusement, le pauvre, dans le cadre de ses travaux, une passerelle tombe sur son pied, il se blesse, il a le tétanos, il meurt. On confie la suite du chantier à son fils, Washington Roebling. Washington Roebling continue de superviser les travaux en tant que donc ingénieur en chef. Malheureusement, je vous passe les détails, Warren Roebling tombe malade et devient paralysé. Mais il se trouve que travaillait à ses côtés Emily Warren Roebling, son épouse, qui n'était pas qualifiée et ingénieure elle-même, mais qui, en fait, ils ont un peu caché l'histoire pendant un temps. Ils ont fait croire que l'ingénieur en chef était encore aux commandes, sauf que le pauvre était paralysé. Et donc, sa femme, avec les équipes d'ingénieurs, a continué de superviser le chantier un peu en toute discrétion.
jusqu'au moment où on lui a dit « Ok, d'accord, on vous autorise à vraiment finaliser le projet ». Mais, le jour venu, ce pont majestueux que nous connaissons tous, donc supervisé dans les dernières années par Emily Warren Roebling, rappelons son nom, certains se disent, ce pont est-il solide ? Il a quand même été supervisé sur les dernières années par une femme. Son mari était paralysé. Allons-nous prendre le risque de passer sur ce pont ? Et donc, la municipalité, dans un grand geste de générosité, a demandé à Emily Warren Roebling d'être la première à passer sur le pont. Et donc, un coq à la main, elle est la première à passer le pont de Brooklyn. Et figurez-vous que le pont de Brooklyn tient toujours. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque l'on laisse de la place aux femmes, les ponts ne s'écroulent pas, notre économie tient toujours et également notre administration et notre État. Donc, vive les femmes. Merci Marie-Pierre. Merci beaucoup. Et alors pour clôturer totalement donc nos assises, je propose aux membres du bureau qui sont peut-être encore là et à nos stagiaires de venir. Et avec Marie-Pierre, on va prendre une photo avec vous et nos intervenantes. Donc le bureau de Touga, nos intervenantes, nos stagiaires. Marie-Pierre. Ah non, non, non. Après, alors. Devant. C'est conforme à la taille. Je vais mettre ça comme ça. Oui. Je vous indique également que lors du cocktail, Delphine O nous fait l'amitié de nous dédicacer son livre « La diplomatie féministe, un sport de combat ». Et celles qui le veulent, il peut y avoir des séances photos ici à côté du kakémono.